Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Tendance, rendez-vous business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale est dans Paris est à vous et ce qui anime le monde des entreprises. Ce sont les derniers chiffres des défaillances. Selon la 9e édition du rapport annuel réalisé par Deloitte et Altares, elles se sont accélérées en 2013 pour retrouver le triste record de 2009, 63 100. Alors comment expliquer ces mauvais chiffres et surtout comment essayer d'y remédier? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités. Vincent Batlle, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du pôle transactions. Vous êtes également associé Financial Advisory chez Deloitte. À côté de vous, Guillaume Quéroux, bonjour, président du Club des entrepreneurs. Et puis Bernard Morvan, bonjour. Bonjour. Président de la Fédération nationale de l'habillement. Alors on va commencer avec vous, Vincent Batlle, et ces chiffres, l'évaluation des défaillances d'entreprises. On disait 2009, on était 63 700 et on était remonté un petit peu. Finalement, on est retombé au chiffre de 2009 en 2013. Oui, c'est ça. En 2013, on observe une augmentation du nombre de défaillances de l'ordre de 3%. Et c'est une tendance qui se confirme sur les mois de janvier et février 2014. Ah oui, c'est ça, on est sur les mêmes. On aurait pu penser que 2014, ça allait s'améliorer. Mais non, en janvier, février, on est aussi à plus de 3,7, c'est ça? Effectivement. Et donc, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'on était descendu à environ 60 000 défaillances en 2011. Et malgré le contexte macroéconomique que vous rappeliez dans le journal précédent, donc avec des perspectives de croissance qui sont plus favorables, une reprise attendue de l'investissement, on a à nouveau un accroissement fort du nombre de défaillances. Et donc on explique avec une analyse qui est différente de celle qu'on faisait en 2009. En 2009, les entreprises ont subi un choc. Vous vous rappelez peut-être que dans le secteur industriel, par exemple, les carnets de commandes baissaient de 30, 40, 50%. Et donc les entreprises les plus fragiles, celles qui n'avaient pas suffisamment de trésorerie, n'ont pas résisté à la brutalité de ce choc. En 2013-2014, on est plutôt dans une logique d'épuisement. Il y a à peu près une vingtaine de pourcents des entreprises, notamment des PME, qui ont une capacité nette d'autofinancement négative depuis plusieurs années. Donc, elles n'ont plus d'argent pour investir, elles n'adaptent plus leurs produits, leurs services, elles perdent du terrain sur le plan de la compétitivité. Et c'est ces entreprises qu'on retrouve aujourd'hui dans le chiffre des défaillances. Guillaume Quéroux, justement, comment vous l'expliquez? Effectivement, on sent bien et on imagine bien cette idée d'épuisement. Bien sûr, il y a la panne de la consommation aussi. C'est vrai que on va pas se cacher derrière notre petit doigt. On est aujourd'hui dans un monde de très petites entreprises. Les défaillances, on l'a vu dans les chiffres, touchent 99% d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à créer des entreprises de croissance en France pour plusieurs raisons. La première étant que les marges de nos entreprises sont plus faibles depuis 85. On a près de 10 points d'écart avec la zone euro. Donc comment voulez-vous que les entreprises puissent se développer, puissent investir alors que nous sommes largués dans cette compétition européenne. D'autre part, il faut savoir que la réalité de ce problème-là, c'est tout simplement le coût social de la fiscalité que nos TPE et PME payent en ce moment. Parce que tout simplement, nous sommes rentrés dans une spirale vicieuse de destruction d'emplois et d'activités, car au-delà des 63 450 entreprises défaillantes, c'est près de 300 000 emplois, je crois 272 000 emplois qui sont menacés, et là, effectivement, c'est très alarmant. Alors, vous parliez des très petites entreprises, et évidemment, on va revenir sur les secteurs les plus touchés, notamment parmi ces secteurs, Bernard Morvan, il y a le secteur de l'habillement, du commerce, de la distribution, et plus particulièrement de l'habillement. En tout cas, en ce qui vous concerne, qu'est-ce qui est montré du doigt aujourd'hui quand on voit qu'il y a beaucoup de défaillances d'entreprises dans votre secteur? C'est d'abord les questions de fiscalité, d'abord la panne de la consommation. Qu'est-ce qui est le plus compliqué ou encore autre chose? Ah non, vous avez tout dit. C'est l'effet de ciseaux, pris entre une consommation en berne depuis maintenant 6 ans. Nous, c'est une baisse continue de consommation d'articles d'habillement. Et puis une fiscalité, qu'elle soit d'ailleurs nationale ou locale, qui vient finalement épuiser les marges que les très petites entreprises peuvent dégager. Mais je voudrais juste préciser une chose.
on parle de défaillance, mais il y a aussi les fermetures. On annonce dans le commerce un peu plus de 8000 entreprises défaillantes, mais il y a toutes celles qui ferment parce qu'elles sont épuisées, qui n'ont pas besoin d'aller au tribunal. Celles qui sont défaillantes, elles sont passées par la case malheureusement du tribunal. Dans l'habillement, on est effectivement très concerné. Nous, on sait que sur l'année 2013, il y a eu près de 13 000 fermetures de points de vente. D'accord. Donc bien sûr qu'il y a des emplois en jeu. On avait annoncé en début d'année 2013 une menace sur l'emploi. Elle s'est vérifiée pour arriver à la fin de l'année à une perte d'emploi dans notre secteur. Vincent Batlle, parmi les explications, on a l'impression que est-ce que les banques sont montrées du doigt cette fois parce qu'elles l'ont été aussi pendant longtemps. Oui. Est-ce que cette fois-ci c'est aussi le cas? C'est toujours le cas de la part des entrepreneurs qui se retrouvent en difficulté et qui cherchent une solution de financement auprès de leur banquier assez naturellement. Simplement, depuis 5 ans, effectivement, on avait très peur d'un credit crunch qui affaiblirait très fortement beaucoup d'entreprises, y compris celles qui se portent bien. Aujourd'hui, les chiffres montrent que ce n'est pas le cas. Les encours de crédit augmentent. Le taux d'octroi des crédits est très élevé, de l'ordre de 80%. Il n'a pas baissé. Et donc, les banques continuent à prêter. Simplement, elles font leur métier, c'est-à-dire qu'elles analysent les risques et elles prêtent aux entreprises qui pourront les rembourser. Lorsque je parlais des 20% des PME qui alignent depuis 3-4 ans des résultats déficitaires, il est évident que ces entreprises-là, lorsqu'elles vont voir leur banquier et qu'elles leur expliquent qu'elles ont besoin de l'argent pour financer leurs pertes, les banquiers ne vont pas les suivre. Forcément, c'est plus compliqué. On disait 99% concerne des entreprises de moins de 50 salariés. Vous le releviez, Guillaume Quéroux. Est-ce que les auto-entrepreneurs sont pris en compte dans ces défaillances ? Non, ils ne sont pas pris en compte. C'est ça, parce que sinon, c'est un aspect important. Mais effectivement, on a l'impression qu'il y a une fracture. D'un côté, les entreprises qui ont poursuivi leurs efforts d'investissement et d'innovation, et celles finalement qui n'ont pas réussi à prendre le train en marche. C'est un petit peu ça ? Oui, et ça me semble extrêmement marquant, plus finalement que les différences entre les tailles d'entreprise. Effectivement, on oppose toujours le CAC 40 avec les TPE. Le CAC 40 est un animal totalement à part qui réalise plus de 60% de son chiffre d'affaires et de ses profits à l'étranger. Mais dans les défaillances, on observe le même taux d'augmentation sur les TPE, les PME et même les ETI. Donc effectivement, là on voit une différence, c'est entre celles qui ont pu se réinventer et celles qui n'ont pas réussi, soit par manque de ressources propres, des erreurs de stratégie, de management, ou pas suffisamment de ressources financières pour investir. Guillaume Quéroux. Quand même sur les 63 450 entreprises défaillantes, j'avais noté qu'il y avait seulement 35 entreprises dont le chiffre d'affaires était supérieur à 50 millions d'euros. Donc ça veut bien dire que le fossé est de plus en plus important entre ces très petites entreprises et ces grandes entreprises, même si on a le cas de la Redoute, Virgin Megastore, Maury Ducrot, mais ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, ce sont les très petites entreprises qui souffrent de cette conjoncture. Vincent Batlle. Oui, il y a beaucoup plus de petites entreprises qui disparaissent parce qu'il y a beaucoup plus de petites entreprises en France. Ça, c'est une réalité. Et effectivement, elles sont beaucoup plus fragiles parce que on parle d'entreprises, il y a 70% des entreprises défaillantes qui ont 0, 1 ou 2 employés. Donc il y a peu de ressources, il y a peu d'actifs, peu de ressources financières, donc effectivement elles sont très fragiles. Simplement, vous parliez des défaillances de Maury Ducrot, de Petroplus, de Chemone. On assiste aussi à une augmentation des défaillances d'entreprises beaucoup plus importantes. C'est vrai. Pour des raisons très diverses, des évolutions de modèles économiques. Vous parliez de la Redoute également dans votre journal. Donc des virages de modèles économiques qui n'ont pas pu être pris. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui est plus inquiétant ou aussi inquiétant, selon vous, justement, qu'on ait évidemment tout ce tissu de petites entreprises, mais aussi des entreprises de taille plus importante ? Je pense qu'il n'y a pas d'élément plus inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est effectivement que derrière le chiffre de 61 000 entreprises, il y a 270 000 emplois menacés. Ils ne vont pas tous disparaître, mais il y a 270 000 emplois menacés. Derrière les 20% de PME qui font des déficits, il y a des millions d'emplois. Donc c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant. Alors concernant les secteurs, un seul secteur a vu son chiffre de défaillance diminuer, c'est la chimie. Voilà. Sinon, on a l'industrie moins 4%, la construction plus 0,2%, commerce plus 3,7%, services plus 5,9%. Et donc, Monsieur Morvan disait la distribution très touchée. Juste avant de parler de l'habillement,
rapidement, librairie, on est à 17,5, magasin de fleurs 12,8, magasin de jouets 45,8. Parce qu'il y a une autre problématique que je vais évoquer là, c'est aujourd'hui la disparition de commerce dans les centres-villes. On a un vrai problème aujourd'hui dans les centres-villes partout en France, que ce soit d'ailleurs dans les très grandes métropoles ou leurs faubourgs, mais dans les villes moyennes où là il y a un vrai souci. C'est en ce sens que nous, à la Fédération, nous avons rédigé un rapport qui a été remis en très haut lieu, qui porte sur des propositions, car on a fait le diagnostic, on a fait le constat, mais aujourd'hui, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous avons pris notre stylo, nous avons écrit et nous avons dit qu'il y avait des solutions pour les centres-villes en tous les cas. Et dans le commerce, bien entendu. Je ne suis pas en train de parler de l'industrie, là, c'est vraiment les très petites entreprises du commerce indépendant de centre-ville. 60 propositions, donc, pour essayer de faire bouger les choses. Si on regarde dans l'ordre, on ne va peut-être pas égrener les 60 propositions. Mais qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour le président de la Fédération nationale de l'habillement? Écoutez, il y a 3 grandes parties dans ces propositions. Il y a une quinzaine de propositions qui sont faites aux commerçants eux-mêmes. Il y a environ une vingtaine de propositions qui sont faites aux élus locaux, et on est en pleine campagne électorale, c'est pour ça qu'on les interpelle. Et puis il reste aussi qu'il y a des mesures beaucoup plus structurantes, qu'il faudra peut-être passer par des textes législatifs, des règlements. Et là, on a tout un volet social qui doit normalement, en tous les cas, être mis en œuvre pour permettre une meilleure employabilité et mobilité des salariés au cœur des centres-villes, car je veux juste ajouter, le vrai problème des centres-villes, c'est la baisse de l'emploi salarié dans les centres-villes. Quand on n'aura plus que des emplois non salariés, c'est-à-dire des commerçants tout seuls, le consommateur lui-même ne pourra pas demander aux commerçants d'être présents comme le consommateur le souhaiterait, c'est-à-dire du matin au soir, du lundi. Et d'où la perte de service. Vous avez dit quelque chose d'important, Bernard Montmorency. Vous dites qu'il y a une quinzaine de propositions qui s'adressent aux commerçants eux-mêmes. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que ça rejoint peut-être un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ce sont des propositions de bon sens pour le bon fonctionnement d'un centre-ville. On n'est pas en train non plus de vouloir les stigmatiser, en quelque sorte. On leur dit, faites en sorte que votre commerce, aujourd'hui, corresponde aux attentes du consommateur. Soit attractif. On est d'accord, soit attractif, que le concept soit adapté au mode de consommation des temps modernes. Entre autres, mais il y en a une quinzaine comme ça. Bien sûr, ça c'est important, et c'est bien que ce soit vous qui le disiez, Bernard Morvan, finalement, Vincent Batler. On sent qu'il faut peut-être se remettre un petit peu en question sur ces secteurs-là pour éviter les défaillances d'entreprises, enfin, ou sur d'autres secteurs d'ailleurs. Dans ce secteur comme dans les autres secteurs, sur les 5 dernières années, il y a eu des mutations extrêmement importantes, des modèles économiques, des attentes des consommateurs, des modes de consommation. Il y a des ruptures technologiques, mais pas seulement, l'irruption du low cost, etc. Donc toutes les entreprises doivent faire un bilan extrêmement simple et basique de qui sont leurs consommateurs, quels sont les souhaits des consommateurs, comment je m'organise pour livrer les produits et les services à ces consommateurs tout en gagnant de l'argent. Effectivement, ça induit des changements qui parfois sont à la portée de main des entreprises, donc elles s'adaptent, elles font cet ajustement, et parfois elles n'y arrivent pas, et donc on les retrouve dans les défaillances. Guillaume Quérault, au Club des entrepreneurs, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez effectivement? S'adapter? Oui, s'adapter, ça c'est la raison d'être de tous ces entrepreneurs. Là, je rentre du Spring Campus de Croissance Plus. Il y avait 400 entrepreneurs de croissance ultra motivés. Mais face à nous, qu'est-ce qu'on a? On parle de défaillance d'entreprise, mais c'est aussi peut-être la défaillance d'un système. Parce qu'en fait, en face de nous, on a un État obèse qui n'a pas su s'adapter à la situation. Parce que plutôt que de parler fiscalité des entreprises, on a occulté l'aspect dépenses publiques. Et aujourd'hui, pour reprendre la citation de Churchill, on préfère traire la vache à lait plutôt que de... Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui concrètement? Qu'est-ce qu'on attend? Des choses très simples. On parle d'un choc de simplification. Effectivement, il faut déjà simplifier ce millefeuille administratif qui pèse sur la tête des entreprises et des entrepreneurs et de ces très petites entreprises qui n'ont pas les ressources en interne pour faire face. Il faut réduire ces charges qui aujourd'hui nous pèsent dans la compétition européenne et mondiale. Comment voulez-vous gravir l'Annapurna en tongs? Et c'est clairement la situation dans laquelle sont les chefs d'entreprise français. Vous êtes adepte des belles images. Non, mais c'est la réalité. Le problème, c'est qu'on nous parle simplification, on nous parle réduction. Le problème, tout le monde le connaît.
une fiscalité trop pesante qui asphyxie, et c'est le constat qu'on fait aujourd'hui. Les défaillances d'entreprises, c'est que les entreprises sont asphyxiées par les taxes, un coût du travail qui est l'un des plus importants de l'OCDE. Comment voulez-vous être compétitif? Comment voulez-vous que les entreprises qui n'ont plus la capacité à investir génèrent de la croissance? Parce qu'on a fait le constat, très petites entreprises, eh bien, qu'est-ce qu'on fait derrière pour la croissance? Eh bien, strictement rien. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que les entrepreneurs aujourd'hui sont inquiets quand on voit effectivement quelques grandes entreprises aujourd'hui qui commencent à être touchées par cette problématique de défaillance. Il va falloir d'urgence mettre en place ce pacte de responsabilité, parce qu'on a besoin. Concernant la simplification, le 12 mars dernier, la garde des Sceaux, Christine Taubira, a présenté en Conseil des ministres une ordonnance objectif mieux lutter contre les difficultés des entreprises en favorisant la prévention et en simplifiant les procédures pour s'adresser au tribunal le plus rapidement possible. Est-ce que, selon vous, Bernard Morvan, c'est un petit peu un sparadrap sur une jambe de bois, ou c'est une manière de faire un petit peu plus de prévention qui peut-être peut éviter d'arriver au stade final? Vous savez, ça fait 35 ans que je suis commerçant et donc chef d'entreprise. 35 ans qu'on essaye d'améliorer la prévention. La garde des Sceaux arrive avec cette proposition, mais les mesures d'alerte prises dans les tribunaux de commerce existent depuis déjà de fort nombreuses années. Non, je donne raison à ce jeune chef d'entreprise, à Guillaume Quérou. C'est vrai qu'on est asphyxié par la fiscalité, mais qu'elle soit locale également, pas que nationale, qu'elle soit également locale. On a aujourd'hui des CFE où des petits commerçants sont tenus de payer le minimum de cette contribution foncière des entreprises à hauteur de 2 500 voire 3 000 euros, alors qu'ils ne prennent plus de salaire depuis longtemps pour privilégier le salaire qu'ils versent à leurs employés. Et ce qui est grave, là-dedans, c'est que pour endiguer ce phénomène de défaillance, il faudrait qu'on retrouve aujourd'hui une croissance supérieure à 1,6%. Or, c'est quoi la croissance? La croissance de 2013, c'est 0,3%. Prévision pour 2014, 0,6%. On a de quoi être inquiet autour de la table. Ça veut dire qu'il faudrait multiplier par 5 les résultats qu'ont connus aux entreprises en 2013, et aujourd'hui, à part des effets d'annonce, on n'a rien en face. Bernard Morvan, qu'est-ce que vous demandez alors concrètement au pouvoir public? Nous, écoutez, c'est très simple. On demande, pour ce qui concerne le secteur que je représente ici, de l'habillement, mais plus généralement du commerce de centre-ville. C'est-à-dire que ça dépasse l'habillement. Nous, on a pris notre responsabilité, mais ça concerne l'ensemble du commerce de centre-ville. On demande à ce que soit spécifiquement mis en place une fiscalité locale adaptée aux TPE. On demande également, effectivement, une politique territoriale qui soit une politique en faveur du centre-ville. Et donc, bien sûr, contraire au développement des mètres carrés inutiles en périphérie, car les mètres carrés en périphérie n'ont pas suivi ou ont largement dépassé la progression de la consommation. Aujourd'hui, les centres commerciaux de périphérie, ça ne correspond plus à un besoin pour la consommation. Ça correspond à des besoins de financiarisation, mais pas de consommation. Et puis, on demande que, du point de vue du volet social, en tous les cas, qu'on ait une simplification. On parlait du code du travail. Pour simplifier le code du travail, à chaque mesure, il paraît que ça ferait 80 pages en plus. Car en France, même en simplifiant, on augmente la lourdeur du document. Vous imaginez? Vincent Batteleu, est-ce qu'il y a une différence? On parlait des secteurs touchés par secteur géographique aussi sur ces défaillances d'entreprise. Est-ce que vous avez mesuré ça? Pas véritablement, non. Année après année, on voit que certains départements s'en sortent parfois plus, parfois moins. Bon an, mal an. Selon que ce soit des départements dans lesquels les services sont importants, comme le tourisme ou au contraire l'industrie. Mais en réalité, toutes les régions souffrent. Par contre, en 2013, ce qu'on a constaté, c'est que l'Île-de-France a été très fortement touchée, puisque ça concentre pratiquement 20% des défaillances. Ça ne concentre pas non plus, ça ne concentre pas simplement, comment dirais-je, 20% des très petites entreprises. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même une problématique en Île-de-France, en Rhône-Alpes également. Donc il va falloir... Vincent, la suite, sur 2014, vous me disiez janvier-février, on est sur plus 3,7%. Le pire est à venir ou ça va s'arrêter à un moment donné? Alors d'abord, il faut toujours garder espoir, donc je ne dirai jamais le pire est à venir, même au bord du précipice, ce qui n'est pas le cas. Non, je crois qu'on est malheureusement sur des tendances qui, pour les raisons qu'on a évoquées ensemble, vont continuer dans les mois qui viennent. Et de la même manière sur le chômage, finalement, on a le même effet avec des chiffres qui augmentent malgré une croissance qui revient.
On a parlé des raisons de ces défaillances, de ces difficultés des entreprises, et je crois que c'est effectivement... Il faut toujours revenir là-dessus, parce qu'il y a 20 ans, j'entendais un homme politique qui disait, en fait, les difficultés de la France, on les connaît, il y en a 3. Et aujourd'hui, on a les mêmes 3. Et les 3, c'est la complexité du Code du travail, et donc la rigidité du marché du travail. Seconde difficulté, le coût du travail. Et troisième, le poids de l'État. Et donc derrière, le poids de la fiscalité. Voilà, c'était il y a 20 ans. On voit que j'ai beaucoup d'espoir. J'espère que dans 20 ans, on ne dira pas la même chose. Qui dira la même chose. Pour conclure, Bernard Morvan, le plan que vous venez de lancer et de présenter, que vous nous avez explicité tout à l'heure, vous donnez combien de temps un petit peu pour faire bouger les choses ? Écoutez, j'espère qu'elles vont bouger le plus rapidement possible, puisqu'il y a des mesures qui sont des mesures d'urgence à mettre en place. Il y a des mesures, bien sûr, et des propositions qui seront beaucoup plus structurantes, qui passeront par des textes législatifs. Mais en tous les cas, on attend un signe très fort des pouvoirs publics le plus vite possible. On est dans le cadre du projet de loi sur le commerce, le projet de loi de Madame Pinel, donc qui ne répond pas d'ailleurs à la nécessité de faire bouger les choses pour le centre-ville. On attend des mesures rapidement. Très bien, il faudra attendre dans une semaine, hein, je pense, après dimanche prochain. On va attendre au moins une semaine, mais on espère être servi la semaine prochaine. Bernard Morvan, président de la Fédération nationale de l'habillement, merci beaucoup à vous. Merci. Guillaume Quéroux, président du Club des entrepreneurs. Merci Vincent Battle, responsable du pôle transition et associé Financial Advisory chez Deloitte. Merci beaucoup à tous les trois, messieurs. Restez avec nous, Paris est à vous. Continue dans un instant, juste après un nouveau journal.